Rosa serra le petit corps chaud contre sa poitrine, ses doigts tremblants caressant le visage du bébé. Sa peau était moite et pâle, ses lèvres légèrement bleutées. Elle le secoua à nouveau, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. « S'il te plaît, » dit-elle d'une voix rauque et brisée, « s'il te plaît, réveille-toi. » Oliver ne bougea pas. Sa petite tête tomba sur le côté, trop lourde, trop mal placée. Rosa colla son oreille contre sa poitrine minuscule et n'entendit qu'un faible murmure, un cœur qui battait trop lentement, trop loin. Ses larmes tombèrent sur la grenouillère rayée qu'elle avait lavée elle-même ce matin-là. Elle regarda le biberon vide sur le sol. Le liquide clair brillait encore dans le plastique transparent. Diana avait tenu ce flacon avec ses ongles parfaitement vernis de rouge. Elle avait versé son contenu dans le biberon avec la même indifférence que celle qui assaisonne une salade. Et Rosa était restée là, paralysée entre la peur de perdre son emploi et la terreur de voir un enfant mourir. Maintenant, assise sur le sol glacé de la cuisine du manoir Mitchell, Rosa tenait dans ses bras la preuve vivante de sa lâcheté. 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait sonné à la porte de cette maison pour la première fois, ses mains tremblaient également. Elle venait directement de la gare routière, avec une petite valise et une lettre de recommandation qu'une connaissance avait réussi à falsifier. Rosa Mendes, 38 ans, sans papier, sans maîtrise parfaite de l'anglais, mais avec 2 enfants qui l'attendaient de l'autre côté de la frontière. Miguel avait 8 ans et avait besoin de nouvelles lunettes. Sofia avait 5 ans et faisait encore pipi au lit toutes les nuits depuis le départ de Rosa. L'agence pour l'emploi l'avait prévenue. Les Mitchell paient bien, mais la patronne est exigeante. Ne posez pas de questions, ne la regardez pas dans les yeux, soyez invisible. Rosa savait être invisible. Elle l'avait appris en traversant le désert avec un passeur qui lui avait fait payer 3000 $ pour la laisser mourir de soif. Elle l'avait appris en nettoyant les toilettes des motels sur la route, en dormant sur des canapés empruntés, en envoyant chaque centime à Guadalajara. Thomas Mitchell avait ouvert la porte ce premier jour. Il était grand, avec des yeux fatigués et un costume froissé par le voyage. Il avait regardé Rosa comme si elle était un problème résolu, pas une personne. « Vous vous occupez de bébé ?» avait-il demandé, sans détour. « Oui, monsieur, j'ai de l'expérience. »« Parfait. Mon fils a 4 mois. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Ma femme, elle a beaucoup d'engagements sociaux. » Rosa l'avait suivi jusqu'au berceau au 2e étage. Oliver dormait enveloppé dans une couverture en coton égyptien, ses cils noirs tremblant légèrement. Si petit, si fragile. Rosa avait senti un pincement au cœur. Miguel avait été comme ça, Sofia aussi. Thomas lui avait remis une liste d'instructions médicales. Oliver était né prématuré, poumon sensible. Lait maternisé spécial toutes les 3 heures. Température contrôlée. Visite hebdomadaire chez le pédiatre. « En cas d'urgence, appelez-moi », avait-il dit, déjà les yeux rivés sur son téléphone, déjà mentalement ailleurs. Rosa avait accepté. 1200 $ par semaine, payés en espèces. Pas de questions sur les papiers, pas de contrat. Juste elle, le bébé et la femme aux ongles rouges qui avait épousé Thomas Mitchell 6 mois après que sa première femme soit morte d'un cancer. Diana. Rosa avait rapidement compris que Diana n'aimait pas Oliver, pas de manière évidente, pas avec des crises ou de la violence ouverte. C'était plus subtil. Diana oubliait de demander si le bébé avait mangé. Elle quittait la maison pendant des heures et laissait s'accumuler les couches sales. Elle fermait la porte de la chambre quand Oliver pleurait la nuit. « C'est pour ça que la nounou est là », avait-elle dit un jour, sans quitter des yeux le miroir où elle appliquait son rouge à lèvres. Rosa avait ravalé sa colère. Elle avait serré Oliver contre sa poitrine et lui avait murmuré en espagnol les mêmes berceuses qu'elle chantait à Miguel et Sofia au téléphone tous les soirs. À présent, Oliver était en train de mourir dans ses bras. Et Rosa devait choisir, être invisible ou être humaine. Elle regarda le téléphone de Diana posé sur le comptoir en marbre. Ses mains cessèrent de trembler. Quelque chose en elle se durcit, devint froid et clair comme du verre. Rosa posa délicatement Oliver sur le canapé, courut vers le téléphone et composa le seul numéro qui pouvait sauver cet enfant. L'appel tomba dans le vide 3 fois de suite. Rosa appuya si fort sur le bouton de rappel que l'écran du téléphone s'embua de la sueur de ses doigts. Ses yeux ne quittaient pas Oliver, allongé sur le canapé, si immobile qu'il ressemblait à une poupée de chiffon.
Sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore, mais trop lentement, comme si son corps oubliait comment respirer. « Allez, allez, allez !» murmura-t-elle d'une voix étranglée. De l'autre côté de la ligne, enfin, un clic, silence, puis la voix grave et impatiente de Thomas Mitchell. « Allô ?» Rosa ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment expliquer? Comment faire croire à un homme qui connaissait à peine son nom que sa femme venait d'empoisonner son propre beau-fils? « Allô? Qui est-ce » L'irritation commençait déjà à transparaître dans son ton. « Monsieur Mitchell. » Rosa força sa voix à sortir, tremblante et désespérée. « C'est Rosa, la femme de ménage. » Une pause. Elle entendit des bruits de fond, des voix lointaines, le bruit étouffé d'un aéroport. « Rosa, pourquoi appelez-vous depuis le téléphone de Diana? Il s'est passé quelque chose? Votre fils. Oliver, il ne va pas bien. » Les mots sortirent par bribes, entrecoupés. « Il ne se réveille pas, monsieur. Je pense qu'il a besoin d'aller à l'hôpital. » « Comment ça, il ne se réveille pas? Il allait bien hier quand j'ai parlé à Diana. » Rosa ferma les yeux. Elle pouvait s'arrêter maintenant. Elle pouvait dire qu'il s'agissait d'un malentendu, que le bébé était simplement fatigué, qu'elle avait exagéré. Elle pouvait raccrocher, reposer le téléphone, faire comme si de rien n'était. Diana reviendrait dans quelques heures, trouverait Oliver mort sur le canapé, et Rosa ne serait qu'un autre témoin silencieux d'une tragédie inévitable. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit ce petit visage pâle, les lèvres entr'ouvertes, les petites mains fermées et immobiles, quelque chose en elle se brisa. « Votre femme lui a donné des médicaments, » dit Rosa, et chaque mot était comme un crachat de verre. « Des médicaments pour adultes, pour qu'il arrête de pleurer. J'ai essayé de l'en empêcher, monsieur, je vous jure que j'ai essayé, mais elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle dirait que c'était moi. » Le silence de l'autre côté était si lourd que Rosa crut que la communication avait été coupée à nouveau. Puis Thomas parla, et sa voix avait complètement changé. Elle n'était plus impatiente, elle était dangereuse. « Que dites-vous? Il a pris le médicament il y a 2 heures. Je l'ai tenu, j'ai essayé de le faire vomir, mais rien n'est sorti. Il respire, mais il est très faible, monsieur. Très faible. » Elle ravala un sanglot. « Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. » « Où est Diana en ce moment? Elle est sortie. Elle nous a laissés seuls. Elle a dit que si j'en parlais à quelqu'un, elle me déporterait. » Rosa entendit sa respiration s'accélérer, devenir plus dure. « Écoute bien ce que je vais te dire, » dit Thomas lentement, articulant chaque mot avec précision. « Vous allez raccrocher maintenant et appeler le 911. Immédiatement. Dites qu'il s'agit d'une urgence pédiatrique, que votre bébé est inconscient. Ils enverront une ambulance. Vous comprenez? » « Oui, monsieur. » Et Rosa, il fit une pause. « Merci de m'avoir appelé, de ne pas avoir laissé mon fils mourir seul. » La communication fut coupée. Rosa resta immobile, serrant le téléphone contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme un tambour. Elle venait de franchir une ligne invisible. Diana allait revenir. Diana allait découvrir la vérité. Et quand elle la découvrirait, Rosa n'en doutait pas. Cette femme ne s'arrêterait pas avant de l'avoir détruite. Mais Oliver était vivant, pour l'instant. Rosa prit une profonde inspiration, composa le 911 et attendit. 3 sonneries, 4. 911, quelle est votre urgence? Mon bébé, dit Rosa dans un anglais haché, laissant enfin couler ses larmes. Mon bébé ne se réveille pas. Venez vite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle donna l'adresse. Elle répondit aux questions de l'opératrice d'une voix tremblante. Elle coucha Oliver sur le côté, comme la femme le lui avait demandé. Elle ouvrit la porte d'entrée. Puis elle s'assit par terre à côté de lui prit la main froide et attendit le bruit des sirènes. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. Les lumières du manoir se reflétaient dans les fenêtres comme des yeux brillants, observant tout. Rosa savait qu'elle venait de signer son arrêt de mort, mais pour la première fois en 6 mois, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait humaine. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui va suivre va vous bouleverser et vous ne pouvez pas le manquer. Les sirènes déchirèrent le silence du quartier riche comme un blasphème. Rosa vit les voisins apparaître aux fenêtres, leurs visages curieux collés contre les vitres coûteuses, essayant de comprendre ce qu'une ambulance faisait devant l'entrée du manoir Mitchell. Les ambulanciers descendirent du véhicule
avec une efficacité militaire. Un homme noir d'une quarantaine d'années s'est agenouillé à côté d'Oliver tandis qu'une femme blonde préparait le matériel. Rosa a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots sortaient confus, moitié en anglais, moitié en espagnol, tous imprégnés de panique. « Quel âge a-t-il » a demandé l'ambulancier déjà en train de vérifier les signes vitaux d'Oliver d'une main ferme. « Dis-moi, qu'a-t-il ingéré » Rosa désigna le biberon sur le sol. La femme blonde ramassa l'objet avec un gant, le renifla et fronça les sourcils. « De la diphénhydramine, dit-elle à son collègue. Concentration élevée. » L'homme regarda Rosa, et il y avait quelque chose dans son regard qui n'était pas du jugement. C'était de la reconnaissance, comme s'il avait déjà vu cette scène auparavant dans d'autres maisons avec d'autres femmes tremblant de peur. Qui lui a donné ça? Rosa ouvrit la bouche, elle la referma. La voix de Diana résonna dans son esprit comme un ongle griffant un tableau noir. Qui vont-ils croire? La femme du millionnaire ou la domestique illégale? Commença-t-elle. La vérité, dit doucement le secouriste, sans retirer ses mains d'Oliver. J'ai besoin de la vérité pour pouvoir l'aider. Rosa sentit les larmes lui brûler les yeux. La patronne, sa mère. Elle lui a donné parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. La femme blonde s'arrêta. Elle échangea un regard avec son collègue. Aucun des deux ne sembla surpris. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle est partie. Ils placèrent Oliver sur une petite civière, lui branchèrent des tubes, des masques, des fils. Le bébé semblait encore plus petit entouré de toute cette technologie, tel un oisillon tombé dans un nid de métal et de plastique. « Va-t-il survivre » demanda Rosa, la voix brisée. « Je ne sais pas » répondit l'homme avec une honnêteté brutale. « Mais si vous n'aviez pas appelé, il n'aurait certainement pas survécu. » Ils emmenèrent Oliver dans l'ambulance. Rosa les suivit, mais la femme blonde la retint par le bras. « Êtes-vous la mère ?»« Non, je suis la nounou. »« Alors vous ne pouvez pas venir. Seule la famille peut accompagner. » Rosa sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Mais je m'occupe de lui. Il n'a personne d'autre ici. » L'ambulancière hésita. Elle regarda Oliver, puis Rosa. Il y avait de la compassion dans son regard, mais aussi des limites professionnelles qu'elle ne pouvait franchir. « Je suis désolé. » Les portes de l'ambulance se refermèrent. Les sirènes se remirent à hurler, puis ils disparurent au détour de la rue, emportant Oliver loin d'elle. Rosa resta immobile à l'entrée du manoir, seule, entourée du silence inquiétant qui suit la tempête. Les lumières des voisins brillaient encore aux fenêtres. Elle pouvait sentir les regards, les spéculations, les jugements déjà en train de se former. La domestique mexicaine, le bébé presque mort. Où est la patronne? Rosa rentra dans la maison et ferma la porte. Ses jambes étaient faibles. Elle s'adossa contre le mur et glissa jusqu'au sol, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle le savait. Mais cette certitude n'apaisait pas la peur qui grandissait dans son estomac comme une pierre froide. Diana allait revenir, et quand elle reviendrait, elle voudrait du sang. Rosa regarda son téléphone portable rangé dans la poche de son tablier. Elle pensa à appeler sa sœur à Guadalajara pour lui dire qu'elle devrait peut-être envoyer Miguel et Sofia ailleurs. Elle songea à prendre la petite valise sous le lit et à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais son regard tomba alors sur le babyphone encore allumé sur le comptoir. L'écran montrait le berceau vide d'Oliver, l'ours en peluche dont elle avait recousu le bras la semaine dernière, le mobile qu'elle allumait chaque soir en chantant doucement. Elle avait promis de prendre soin de lui, et les promesses, Rosa l'avait appris très tôt, étaient les seules choses que l'on emportait avec soi quand on perdait tout. Alors elle resta, assise sur le sol glacé de la cuisine d'un manoir qui ne serait jamais le sien, attendant la suite. L'horloge murale indiquait 7h30, lorsque Rosa entendit le bruit d'une voiture entrant dans le garage. Diana était de retour. « Et vous? Que feriez-vous à la place de Rosa? Resteriez-vous ou fuiriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. » Diana entra par la porte de la cuisine, des sacs de course suspendus à ses bras, ses cheveux auburn parfaitement coiffés, ses talons résonnant sur le marbre comme des sentences martelées. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit Rosa toujours là, debout près de l'évier, les yeux rougis, le tablier froissé. « Tu es encore là ?» Diana posa les sacs sur l'îlot central avec un soupir agacé. « Je pensais que tu étais déjà parti. » Rosa ne répondit pas.
Elle se contenta de la regarder et il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui fit froncer les sourcils à Diana. « Où est Oliver ?» demanda Diana en ouvrant le réfrigérateur et en prenant une bouteille de vin blanc. « Tu as enfin réussi à le faire dormir ?» « Il est allé à l'hôpital. » La main de Diana s'arrêta en l'air, tenant la bouteille. Elle se retourna lentement, le visage parfaitement impassible. « Quoi, que veux-tu dire ? L'ambulance est venue le chercher il y a 1 heure. » Rosa gardait une voix ferme, mais ses mains tremblaient derrière son dos. Les ambulanciers ont dit qu'il avait été empoisonné. Le silence qui suivit était aussi dense que du béton mouillé. Diana remit la bouteille dans le réfrigérateur avec une prudence exagérée, ferma la porte, puis se tourna complètement vers Rosa. Son visage avait changé. Le masque était tombé. « C'est toi qui as appelé l'ambulance. » Ce n'était pas une question. Il était en train de mourir. Diana fit 2 pas vers Rosa, lentement, de manière calculée. « Après tout ce que je t'avais dit, après que j'ai clairement expliqué ce qui se passerait si tu ouvrais la bouche. »« Il était en train de mourir, » répéta Rosa, la voix tremblante. « C'est un bébé. »« C'est un poids mort, » s'écria Diana, et la violence dans sa voix était si crue que Rosa recula d'1 pas. « Tu crois que c'est ce que je voulais ? Épouser un veuf pathétique et hériter d'un gamin qui pleure tout le temps ? Je méritais mieux que ça. » Rosa regarda cette femme aux vêtements coûteux et au visage parfait, et vit pour la première fois ce qui s'y trouvait réellement, du vide. Rien d'autre que du vide. « Tu as essayé de tuer un enfant, » dit Rosa à voix basse. Diana rit. Ce n'était pas un rire joyeux, mais quelque chose de tranchant et de dangereux. « Ah, moi ? Tu crois que quelqu'un va croire ça ?» Elle s'approcha, envahissant l'espace de Rosa. « Qui es-tu, Rosa ? Une employée illégale, que j'ai prise par pitié. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de témoin. Tu n'as rien. J'ai appelé M. Mitchell. » Diana s'arrêta. Quelque chose passa dans ses yeux. Trop rapide pour être de la peur, mais presque. « Tu as fait quoi ? » Je lui ai tout raconté, à propos du médicament, à propos du fait que tu as forcé Oliver à le prendre. Rosa se redressa et pour la première fois en 6 mois, regarda Diana droit dans les yeux. « Il est en route. » La gifle vint avant que Rosa n'ait pu se protéger. La paume de la main de Diana frappa son visage avec suffisamment de force pour lui fendre la lèvre. Rosa sentit un goût métallique dans sa bouche, mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle continua simplement à la regarder. Diana respirait rapidement maintenant, la poitrine se soulevant et s'abaissant, les mains serrées en poing. « Tu as détruit ma vie. Tu le sais, ça ? J'ai sauvé la vie d'un enfant. »« Personne ne te croira !» cria Diana, la voix brisée pour la première fois. « Thomas me choisira. Il me choisit toujours. Parce que je suis celle dont il a besoin, pas ce bébé défectueux que son ex-femme lui a laissé en héritage maudit. » Rosa essuya le sang sur sa lèvre avec le dos de sa main. « Peut-être. Mais j'ai dit la vérité. Et maintenant, je peux dormir la nuit. » Diana ouvrit la bouche pour répondre, mais elles entendirent alors le bruit. Une voiture freinant brusquement dans l'allée du garage, une porte qui claquait, des pas qui couraient. Thomas Mitchell entra par la porte d'entrée comme une tornade. Il avait la veste de son costume ouverte, la cravate de travers, le visage pâle de quelqu'un qui avait passé des heures dans un avion en priant pour arriver à temps. Ses yeux se posèrent d'abord sur Diana, puis sur Rosa, puis de nouveau sur Diana. Et quand il parla, sa voix était quelque chose que Rosa n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était de la désolation. « Dites-moi que Rosa ment. » Diana leva le menton. « Thomas, chéri, je peux t'expliquer. »« Dites-moi qu'elle ment !» Son cri résonna dans toute la maison. Diana recula, et dans le silence qui suivit, elle ne dit rien. Thomas ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « Tu as essayé de tuer mon fils. Si ce rebondissement vous a autant bouleversé que moi, laissez votre like maintenant, car ce qui va suivre va montrer le prix de la vérité. » La police est arrivée 20 minutes plus tard. 2 agents en uniforme, une détective aux cheveux gris et au regard fatigué. Diana a été emmenée menottée, criant encore que tout cela était un malentendu, que Rosa avait tout inventé par vengeance, que Thomas allait regretter d'avoir cru une employée plutôt que sa propre femme. Thomas n'a pas dit un mot. Il est resté debout à l'entrée du salon, les bras croisés, regardant la femme qu'il avait amenée dans sa maison être placée à l'arrière de la voiture de police. Lorsque les gyrophares rouges et bleus ont finalement disparu au détour de la rue,
Le silence qui s'est installé était si pesant que Rosa avait du mal à respirer. Thomas s'est retourné. Il l'a regardé. Et Rosa a vu dans ses yeux quelque chose qu'elle reconnaissait, une culpabilité si profonde qu'elle semblait sans fond. « Oliver va bien ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. « Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas laissé l'accompagner. » Thomas passa la main sur son visage, et Rosa remarqua qu'il tremblait. « Je dois aller à l'hôpital, tout de suite. Je viens avec vous. » Il hésita. « Vous n'avez pas besoin de... »« J'y vais, » répéta Rosa d'un ton ferme. « Je lui ai promis de m'occuper de lui, et je ne romps pas mes promesses. » Quelque chose passa sur le visage de Thomas. Ce n'était pas de la gratitude, pas exactement. C'était de la reconnaissance. Comme s'il voyait Rosa pour la première fois comme un être humain, et non comme une fonction. « Alors allons-y. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence. Thomas conduisait trop vite, les mains crispées sur le volant, la mâchoire tendue. Rosa était assise sur le siège passager, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre, pensant à Miguel et Sofia qui dormaient de l'autre côté de la frontière, sans savoir que leur mère venait de tout risquer. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti ?» demanda soudain Thomas, rompant le silence. Rosa le regarda. « Quoi? Quand Diana a quitté la maison, vous auriez pu prendre vos affaires et partir. Personne ne l'aurait su. Vous ne nous deviez rien. » Rosa resta silencieuse un instant, puis elle dit doucement « Je devais quelque chose à Oliver. » Thomas déglutit. « Je ne savais pas. Qu'elle vous traitait ainsi. Qu'elle... » Sa voix se brisa. « Je ne savais rien. Vous n'étiez pas là pour le savoir. » La phrase fut prononcée sans jugement, mais son poids resta suspendu dans l'air entre eux comme du verre brisé. Thomas ne répondit pas. Il se contenta d'accélérer. À l'hôpital, ils se rendirent directement aux urgences pédiatriques. Une infirmière les conduisit dans une petite salle où Oliver était allongé dans un lit entouré de machines. Il était réveillé. Ses yeux sombres brillaient, humides, confus, effrayés. Quand il vit Rosa, il tendit ses petits bras vers elle et se mit à pleurer. Rosa regarda Thomas, lui demandant silencieusement la permission. Il a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. Elle s'est approchée du lit et a pris Oliver dans ses bras. Il s'est agrippé à elle avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit, enfouissant son visage dans son cou, les sanglots secouant son petit corps maigre. « Chut, mijo !» a murmuré Rosa en espagnol, le berçant doucement. « Ya paso, estás a salvo ahora. » Thomas resta debout dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Et Rosa vit le moment précis où il comprit, pendant tous ces mois où il avait été absent, pendant que Diana faisait semblant et mentait, la seule personne qui avait vraiment aimé Oliver était la femme à qui il versait $1200 par semaine et dont il ne connaissait même pas le nom de famille. « Rosa, » dit-il, la voix brisée. « Je suis désolé. Pour tout. » Rosa le regarda par-dessus la tête d'Oliver. Elle aurait pu dire beaucoup de choses. Elle aurait pu lui rappeler toutes les fois où elle avait supplié qu'on l'aide et où elle avait été ignorée. Toutes les nuits où Oliver avait pleuré seul pendant que son père était à l'autre bout du pays en train de signer des contrats. Mais elle se contenta de dire « Il va avoir besoin de vous maintenant. Vraiment. » Thomas acquiesça en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. « Je sais. » Il s'approcha et toucha délicatement la petite tête d'Oliver comme s'il avait peur de le casser. « Je te le promets. Cette fois, je resterai. » Oliver regarda son père de ses grands yeux encore remplis de larmes. Puis, lentement, il tendit sa petite main potelée vers lui. Thomas la saisit comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et là, dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et où clignotaient les lumières fluorescentes, quelque chose commença à se réparer. Il n'était pas guéri. Il ne le serait peut-être jamais. Mais c'était un début. Si cette histoire vous a vraiment touché, pensez à la soutenir avec un super thanks. Ou si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées et votre soutien fait toute la différence. 3 mois plus tard, Rosa était assise dans le même jardin où elle avait vu Oliver pour la première fois à travers la fenêtre du manoir. Mais cette fois, elle ne regardait pas de l'extérieur. Elle était assise dans l'herbe, pieds nus avec Oliver sur les genoux, essayant d'attraper les papillons qui passaient trop près. Il avait maintenant 1 an et 1 mois. Il était plus fort, plus intelligent, avec un rire qui illuminait tout l'espace autour de lui. Thomas avait vendu le manoir.
Il disait qu'il ne pouvait plus regarder ces murs sans voir Diana debout à la porte de la cuisine, les bras croisés, regardant un enfant mourir. Il vivait désormais dans un appartement plus petit, près du parc, avec des fenêtres que Thomas tenait à laisser ouvertes pour laisser entrer le soleil. Rosa continuait à travailler pour lui. Mais quelque chose avait changé. Thomas lui demandait comment s'était passée sa journée. Il se souvenait du nom de ses enfants. Il avait aidé Miguel et Sofia à venir aux États-Unis avec des papiers, une école, un avenir. Diana était en prison en attendant son procès. Le procureur avait monté un dossier solide, tentative d'homicide aggravé, cruauté envers un mineur, abus d'autorité domestique. Rosa avait témoigné. Elle avait regardé Diana dans les yeux à travers la table froide de la salle d'interrogatoire et avait tout répété, mot pour mot, sans trembler. Quand elle est sortie, Thomas l'attendait à la porte. Il n'a rien dit. Il avait simplement posé sa main sur son épaule, fermement, et était resté là jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. À présent, assise dans l'herbe avec Oliver qui riait sur ses genoux, Rosa repensait au nombre de fois où elle avait failli s'enfuir. Combien de nuits avait-elle passé à faire mentalement ses valises, à planifier des itinéraires de bus, à calculer le temps qu'il lui faudrait pour retraverser la frontière, mais elle était restée, non pas parce qu'elle était courageuse, non pas parce qu'elle était forte, elle était restée parce qu'un enfant avait besoin d'elle. Et au final, cela avait suffi à tout changer. Oliver laissa tomber la fleur qu'il avait cueillie et leva les yeux vers elle, la regardant droit dans les yeux. « Osa », dit-il, d'une voix claire comme le cristal. « Rosa ». Il essayait de dire « Rosa ». Elle sentit les larmes monter, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas dues à la peur. Elles étaient dues à quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Thomas apparut à la porte de l'appartement avec 2 verres de limonade. Il avait retiré sa cravate et retroussé les manches de sa chemise. Il semblait avoir 10 ans de moins qu'il y a 3 mois. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle dans l'herbe. « Tout va bien », répondit Rosa. Et c'était vrai. Tout n'était pas réglé. Il y avait encore des nuits où Oliver se réveillait en pleurant, pris dans des cauchemars qu'il était trop petit pour expliquer. Il y avait encore des moments où Thomas regardait son fils et où Rosa voyait la culpabilité traverser son visage comme une ombre. Mais ils essayaient. Chaque jour, ils se réveillaient et essayaient à nouveau. Et parfois, c'était tout ce qu'on pouvait faire. Vous savez, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette histoire vous a touché. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Rosa. Peut-être êtes-vous quelqu'un comme Rosa. Quelqu'un qui a vu quelque chose qui n'allait pas et qui a dû choisir entre se taire ou tout risquer. Ou peut-être êtes-vous comme Thomas, quelqu'un qui s'est tellement perdu dans sa propre douleur qu'il a oublié de regarder autour de lui. Quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, d'un cri, d'un message au milieu de la nuit pour se rappeler ce qui compte vraiment. Peu importe qui vous êtes, ce qui compte, c'est que vous êtes là. Vous avez vu, vous avez ressenti, et c'est déjà un début. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, certaines n'ont qu'une survie, certaines n'ont qu'un jour de douleur en moins, une nuit de paix en plus, et c'est très bien ainsi, parce que les nouveaux départs n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont juste besoin d'être réels. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Merci d'avoir donné votre temps, votre attention, votre cœur à une histoire qui n'était pas facile à raconter, mais qui devait être dite. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, qu'il vaut la peine de faire ce qui est juste même quand cela fait mal, même quand cela coûte tout, partagez cette histoire. Parce qu'elle arrivera peut-être à la bonne personne au bon moment. Et si vous voulez continuer ce voyage avec nous, une autre vidéo vous attend, une autre histoire, une autre vie qui mérite d'être rappelée. On se retrouve là-bas. Prenez soin de vous et de vos proches.